34 personnes intoxiquées dans le tunnel sous la Manche à la suite d'un incendie à bord d'une navette de fret. Beaucoup de dégâts et un trafic transmanche perturbé pour longtemps. Nouvelle journée noire sur les routes françaises avec la poursuite des opérations commando menées par les routiers salariés, plus la neige, notamment dans le nord-est. Alors qu'Alain Juppé bat les records d'impopularité, Jacques Chirac réaffirme au Japon qu'il n'y a pas d'autre politique économique possible. La guerre au Zaïre, de plus en plus d'interrogations sur l'envoi sur place d'une force multinationale. Dernier titre en huitième de finale de la Coupe UEFA en football. Monaco a battu tout à l'heure Hambourg 3-0. Madame, Monsieur, bonsoir. Catastrophe évitée de peu dans le tunnel sous la Manche avec un incendie hier soir à bord d'une navette de fret. Plus de peur que de mal, finalement, les 34 personnes plus ou moins sérieusement intoxiquées ont toutes quitté l'hôpital, mais un trafic paralysé pour un bon moment. Reportage Marianne Mas, Guy Hayard. Brancard, ambulance, assistance respiratoire, le plan d'urgence est déclenché. Il est environ minuit, soit 2 heures après la première alerte. Il y a une dizaine de jours, un exercice fictif de sécurité avait eu lieu dans le tunnel. La nuit dernière, les chauffeurs l'ont vécu grandeur nature. La locomotive s'est arrêtée. Le chef de rame nous a dit qu'on allait évacuer rapidement le train. Et une fumée épaisse a envahi le tunnel. J'ai dit là, bon, les clients sont en danger, on ne peut pas rester là. Vous n'avez pas attendu les pompiers? Ah non, mais là, on ne peut pas attendre les pompiers sans savoir le temps qu'ils vont mettre. Il y en a qui vomissaient et tout, on n'arrivait plus à respirer. On en a porté quelques-uns pour les sortir, ceux qui n'arrivaient pas à sortir. Les émanations ont fait 8 intoxiqués, dont 2 graves sur les 34 passagers. Le feu aurait d'abord pris dans un camion transportant du bois en queue de navette, alors même que celle-ci n'était pas encore rentrée dans le tunnel. C'est vers le milieu du trajet seulement qu'elle a pu être stoppée. Le temps matériel d'informer le centre de contrôle ferroviaire, puis le chef de train de cet incident, et le temps pour le chef de train de mettre en œuvre le dispositif d'arrêt contrôlé, le train s'est arrêté à peu près 17 km à l'intérieur. La cause, elle reste inconnue, une enquête judiciaire est en cours. Ce soir, la partie intacte de la navette a été sortie côté anglais. Quant à la partie brûlée, jusqu'à 1000 degrés de température, elle est toujours dans le tunnel. Reste maintenant à déterminer l'étendue des dégâts sur la construction elle-même. Le premier élément de notre service, c'est la sécurité. Nous ne rétablirons le trafic que lorsque nous serons sûrs de la sécurité. Et d'ailleurs, ceci sera vérifié par la commission intergouvernementale, dont le comité de sécurité continue à superviser nos opérations. Objectif d'Eurotunnel, rétablir dès demain quelques liaisons Eurostar. Il faudra ensuite plusieurs semaines pour remettre en service la totalité du trafic. En attendant, les voyageurs pour le Transmanche sont invités à se reporter vers les ferries. Eurotunnel semble exclure l'hypothèse criminelle, de même qu'une tentative d'attentat terroriste. Devant les députés cet après-midi, le ministre des Transports, Bernard Pons, a affirmé que l'enquête permettra de tirer des enseignements pour améliorer la sécurité du tunnel, une sécurité qui a plutôt bien fonctionné la nuit dernière. Patrice Pellet. Hier soir, 1 heure avant le départ, les camions ont embarqué dans ces wagons spéciaux. Ils sont ajourés. À travers les parois, la fumée est passée pour envahir le tunnel. Une fumée très dense, qui à 21h45 a déclenché l'alarme et bloqué le convoi sous le tunnel à environ 15 km des côtes françaises. Incident grave immédiatement signalé des deux côtés de la Manche. Côté français, c'est dans ce PC pompier que la position du convoi a été localisée, au mètre près. Grâce à ce graphique électronique, les pompiers savaient très exactement où ils allaient intervenir. L'alerte générale est déclenchée. Les véhicules spéciaux démarrent et foncent vers le tunnel de service. Un long boyau parallèle aux voies ferrées. Par ici passe la maintenance. C'est aussi la seule issue de secours en cas d'accident grave. Sur place, toute une procédure spéciale est déployée. On débarque le matériel de réanimation et de désincarcération. Les tuyaux sont branchés sur des vannes grand débit. Les masques à oxygène sont sur les visages. Les pompiers sont prêts à passer de l'autre côté, sur la voie ferrée. Simultanément, le conducteur appelle le PC situé côté anglais. Il donne les premières informations sur la gravité du problème. Alors, on ouvre le sas, les pompiers passent à l'action. Les passagers sont évacués grâce au tunnel de service. Ça s'est passé comme ça hier soir et tout a bien fonctionné. Nouvelle journée d'action des routiers salariés avec beaucoup de perturbations sur de très nombreux axes, la multiplication d'opérations escargots sur les routes et autoroutes, mais aussi le blocage d'accès à un certain nombre de villes, notamment Bordeaux. Reportage François Privat, Philippe Dumail.
Plus d'1 millier de camions arrêtés sur l'autoroute A10 à une trentaine de kilomètres au nord de Bordeaux. Dans le grand convoi, la vie s'organise, malgré la grogne de nombreux chauffeurs étrangers, pris malgré eux dans la tourmente. Nous sommes arrêtés à deux jours, dis à moi, où nous allons à manger, à prendre le douche, à raser la barbe, parce que nous ne sommes pas un porc, nous sommes chauffeurs comme vous. Hein. Alors, pour tenter d'apaiser la situation, ce sont les gendarmes qui négocient avec les chauffeurs en grève. Leur but, tenter de faire sortir du bouchon quelques voitures particulières. De toute façon, on les débloque ici, dans 500 mètres ils sont bloqués. Oui, on sait. Nous on sait. Non mais s'ils ont envie de faire 200 mètres, ils vont faire 200 mètres. Ouais, non mais le problème c'est que si les autres voient, voilà, nous on sait partir, on va se prendre une bagarre. Après plusieurs heures d'attente, ça va enfin rouler. Bonsoir, je vois que vous gardez le sourire. Bien, il faut bien, de toute façon, dans l'adversité, on essaie d'être à peu près solidaire. Bon, vous avez de la chance, vous avez réussi à passer. Oui, avec gentillesse. Dans le froid, les chauffeurs discutent, alors qu'à Paris, on négocie. Vous allez poursuivre le mouvement jusqu'à quand? Jusqu'à temps que notre cher gouvernement se décoince un peu le cul et puis nous donne un peu plus de réponses comme, par rapport à ce qu'il nous a donné hier. Surtout ce que nous voulons, c'est arrêter les cadences, les carences des 10 jours de maladie, revendiquer un salaire de 10 000 francs pour 200 heures de travail, car ça c'est quand même vachement important. On ne voudrait pas devenir les esclaves du XXIe siècle. Ce soir, alors que les négociations piétinent, l'autoroute A10 reste bloquée. Agglomération cernée également dans l'ouest, notamment à Caen, Rennes ou autour du Mans. L'autoroute A1 Paris-Lille a été également bloquée dans les deux sens alors que des centaines de camions étaient stoppés à la frontière franco-allemande à Strasbourg. Barrage filtrant également sur l'autoroute A7. Reportage Mathieu Huchy à Caen et Benoît Gadret à Tournus. À lire avant de faire brûler. Voilà ce qui s'appelle un barrage filtrant. Pour les particuliers, un tract en guise de bon de passage, mais pour les poids lourds, l'interdiction d'aller plus loin. Résultat, après 2 jours de blocus, des centaines de camions alignés sur plusieurs kilomètres aux portes de Caen. L'adhésion se fait progressivement. Et vous pensez bien que c'est une profession très individualiste et il est très difficile pour les gars d'être d'accord sur un sujet unique. Retraite à 55 ans, hausse des salaires, les revendications sont en effet nombreuses. Mais les routiers dénoncent surtout le non-respect de la réglementation par les entreprises de transport. Moi je travaille dans une boîte où on a encore le droit de respecter les coupures, on fait nos coupures, on arrive en retard chez le client, on téléphone à l'affréteur et c'est à lui de se débrouiller avec le client. Mais enfin, ce sont encore des rares boîtes à pouvoir le faire. Si le ministère débloquait des inspecteurs du travail pour arriver à faire un peu plus de contrôle sur route, peut-être que ça ferait du bien. 6500 emplois, quand il y a 4 millions de chômeurs, vous ne croyez pas que ça vaut le coup de se battre? L'autoroute A6 est bloquée depuis ce matin dans les deux sens entre Tournu et Châlons. 4000 camions sur plusieurs kilomètres et des routiers déterminés. On n'est pas prêt de lever les barrages tant que les négociations n'auront pas abouti. Monsieur Ponce ou pas Monsieur Ponce, on n'en a rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est des solutions positives. La neige et le vent sont venus compliquer la situation. Le préfet a déclenché le plan Palomar afin de mettre en place un itinéraire de délestage. Les automobilistes bloqués dans les bouchons ont été dégagés avec l'accord des routiers. Entre chauffeurs, la discussion porte avant tout sur les cadences de travail. Ce conducteur nous montre son relevé d'infraction pour les 2 derniers mois. 33 infractions sur le repos journalier, 15 infractions sur la conduite journalière, 3 infractions sur la conduite hebdomadaire, 2 infractions sur la conduite par quatorzaine, 31 infractions sur le temps de travail effectif journalier. Par jour, maximum, c'est 10 heures de conduite et on ne peut pas rouler 10 heures de conduite et faire le travail, il faut rouler plus. L'autoroute fermée, c'est maintenant la Nationale 6 qui est surchargée en Saône-et-Loire, avec là aussi des centaines de camions. À ce mouvement de grogne des routiers s'est ajouté pour de très nombreux automobilistes la neige et le verglas, notamment dans l'est de la France. Des centaines d'automobilistes ont vécu une véritable nuit de galère dans le département du Doubs. Thierry Curté. Situation à peu près normale ce soir dans l'est de la France, mais il a fallu attendre la fin de la matinée pour que le redout accélère la fonte de la neige. Les services de l'équipement, débordés une partie de la nuit, ont assuré la réouverture de tous les grands axes vers midi.
La nuit dernière, l'A4 vers Strasbourg et surtout l'A36 vers Besançon se sont transformés en un véritable piège, laissant les automobilistes livrés à eux-mêmes. Le problème, c'est qu'on ne sait pas bien ce qui se passe quand on écoute un petit peu. Les gens parlent de mouvements de grève, d'autres disent qu'il y a une ligne à haute tension qui est tombée sur l'autoroute, d'autres disent que c'est que la neige, on ne sait pas bien finalement. Oui, poteau, c'est le colonel. Bon, alors, je suis au rond-point du futur embranchement de l'autoroute. Il faut impérativement que la DDE vienne d'urgence. La gendarmerie et l'équipement ont été surpris par l'ampleur du phénomène. Le salage, entrepris en fin d'après-midi, hier, s'est vite avéré insuffisant. Les premiers poids lourds se sont mis en travers, l'autoroute A36 s'est rapidement trouvée bloquée. Vers 1 h du matin, une centaine d'automobilistes et de routiers ont été évacués, hébergés dans des aires de repos ou des salles polyvalentes. On m'a laissé rentrer sur l'autoroute et en me laissant prendre un ticket et sans me dire que c'était bloqué 10 km ou 20 km plus loin, quoi. La météo annonce de nouvelles perturbations pour demain, beaucoup de vent, encore de la neige, mais qui ne devrait pas tenir dans les plaines. La France n'est pas seule touchée par les intempéries, bien au contraire. Dans le nord-ouest de la Grande-Bretagne, notamment, les chutes de neige ont provoqué de multiples accidents, plus ou moins sérieux. Il y a eu des morts sur les routes, de nombreuses coupures d'électricité et la fermeture d'écoles. Pluie et inondations également en Italie et en Haute-Égypte. 6 personnes ont été tuées à la suite des inondations causées par des pluies torrentielles. Que faire de l'excédent de plus de 11 milliards de francs accumulés dans les caisses de l'Unédic, le régime d'assurance chômage? Le patronat et les syndicats s'affrontent sur cette question. Le CNPF voudrait réduire les cotisations chômage et les syndicats améliorer l'indemnisation des chômeurs. La négociation doit être bouclée avant la fin de l'année. Sur place, au siège du CNPF, Elisabeth Esley. Premiers concernés, les chômeurs qui voudraient bien savoir ce qu'on va faire de ces 11 milliards de francs d'excédent. À l'appel de leurs associations, ils se sont rassemblés cet après-midi devant le siège du CNPF où patrons et syndicats étaient réunis. La misère s'aggrave. Quand vous voyez les gens dehors, des jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas droit à l'allocation, un minimum social, c'est aberrant. On est quand même la 4e puissance économique, on est un pays riche, où part tout le fric? À quelques mètres de là, face au patronat, les représentants syndicaux réclament eux aussi une amélioration de l'indemnisation des chômeurs. 1 sur 2 ne touche aucune allocation. Principal souhait, la mise en œuvre très rapide de la reconduction de l'accord qui permet aux salariés ayant plus de 40 annuités de cotisation de s'arrêter. Les syndicats veulent aussi un aménagement de l'allocation dégressive qui diminue de 17% tous les 4 mois. Le patronat est à l'écoute, mais lui souhaite avant tout une baisse des cotisations chômage. Si nous baissons les cotisations, c'est une manière de remettre de l'argent dans la consommation et d'améliorer la croissance, et c'est au fond la croissance qui supprimera le chômage. En fin de journée, d'autres manifestants sont venus soutenir les chômeurs qui devront attendre fin décembre pour connaître le résultat des négociations. Alain Juppé a ouvert cet après-midi à Paris le 79e congrès de l'AMF, l'Association des maires de France. Le Premier ministre a lancé avec beaucoup de solennité un nouvel appel aux maires des 36 000 communes de France pour qu'ils se mobilisent avec imagination en faveur de l'emploi des jeunes. La délicate question de la fiscalité locale sera au centre de ce congrès. Un sondage CSA réalisé à la demande de l'association précise que plus de la moitié des maires ont l'intention d'augmenter les impôts locaux au cours des prochaines années. Les maires veulent lancer une grande campagne d'explication auprès de leurs administrés pour justifier l'explosion des budgets, notamment des budgets sociaux. La loi de décentralisation prévoit que les dépenses sociales sont en principe à la charge des départements, mais les mairies sont de plus en plus sollicitées par l'urgence de situations dramatiques. Reportage à Colombes, Olivier Caroff, Claude Sicard. Colombes, près de Paris, 80 000 habitants dont un tiers en HLM et des dépenses sociales qui augmentent 2 fois plus vite que les impôts locaux. L'équation devient de plus en plus difficile à résoudre pour la mairie. Et pourtant, la ville continue à construire des logements sociaux. Cet ensemble a presque entièrement été financé par la municipalité, l'État n'ayant versé que 700 000 francs. Celui-là, bientôt fini, coûtera 20 millions à la mairie, qui commence à trouver que le département en fait bien peu, alors que chaque ville doit verser une forte contribution au Conseil général. Ces dépenses obligatoires, si on nous avait donné les moyens financiers de les satisfaire,
ça aurait pu encore être acceptable parce que nous sommes la collectivité la plus proche des gens, mais sans nous donner les moyens, alors nous tombons dans la solidarité qui effectivement soigne la douleur mais ne guérit pas le mal. Symbole de l'aide sociale d'urgence mise en place à Colombes, ce point d'insertion. En fait, des préfabriqués ou des employés municipaux distribuent des colis de nourriture, 3700 par mois, 4 fois plus qu'il y a 3 ans. Du côté du Conseil général, on a pris l'habitude d'entendre certains maires parler d'une aide insuffisante. Oui, ça c'est toujours insuffisant, de même que nous on dit que l'État se défausse de plus en plus d'un certain nombre de ses devoirs vis-à-vis des collectivités territoriales. En attendant, les demandes d'aide s'accumulent dans les services sociaux de Colombes et une nouvelle hausse d'impôts locaux pourrait être décidée pour 98. À Dreux, il n'y aura pas à proprement parler de Front républicain dimanche prochain pour le second tour des municipales. À la demande expresse de la direction du PS, le candidat socialiste a finalement renoncé hier soir à se maintenir, mais sans donner de consigne de vote. Ce matin, au micro d'Europe 1, Lionel Jospin a appelé à voter contre la liste du Front national. Alain Juppé bat le record d'impopularité à Matignon avec 22% de bonnes opinions, le chiffre le plus bas jamais recueilli par un Premier ministre depuis la création en 81 du tableau de bord BVA Paris Match. Jusqu'à présent, c'est Édith Cresson qui détenait ce record avec 23% de bonnes opinions en mars 92. En dépit de ces mauvais sondages, Jacques Chirac persiste et signe, comme il avait fait il y a 15 jours lors du sommet franco-britannique. Le président a en effet réaffirmé au Japon qu'il n'y avait pas d'autre politique possible. Sur place pour France 2, Frédéric Rota, Jean Cornu. Dans cet immeuble, somme toute assez modeste pour la ville de Tokyo, le nerf de la guerre. Le quai d'Anren regroupe les patrons d'entreprises aussi puissantes que Toyota, Sony ou Mitsubishi. Des entreprises qui ont fait du Japon de l'après-guerre la seconde puissance économique mondiale. C'est devant ces géants de l'industrie et du commerce que Jacques Chirac est venu vendre la Maison France. Beaucoup d'économie dans ce discours pour un petit peu de politique. Jacques Chirac a défendu devant les Japonais le gouvernement d'Alain Juppé en proie à des difficultés pour cause de mesures impopulaires. Cela provoque toutes sortes de réactions et cela a pour le gouvernement un coût politique fort. Mais il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre solution si l'on veut réellement servir notre pays et sortir de nos difficultés. Et par conséquent, il faut assumer les réactions négatives de l'opinion publique. Tout à l'heure, Jacques Chirac portait un toast au Premier ministre du Japon, cette fois, M. Hashimoto. L'amitié est pour le président l'une des clés de la réussite économique. La guerre dans l'est du Zaïre, alors que plusieurs pays réclament un réexamen des objectifs d'une éventuelle force multinationale sur place. Les organisations humanitaires insistent au contraire sur la nécessité de cette mission pour les aider à secourir les dizaines de milliers de réfugiés qui se trouvent toujours dans la région des Grands Lacs, notamment au sud du lac Kivu, dans la région de Bukavu. Nos envoyés spéciaux, Laurent Boussier, Yann Jiquel, Jean-Paul Forêt et Phil Godman, ont réussi à nous faire parvenir les premières images tournées dans cette région, celles de réfugiés dont on était sans nouvelles depuis pratiquement un mois. Ils arrivent par petits groupes, portant comme toujours sur leurs épaules leurs maigres biens. Ils sont les premiers réfugiés à franchir depuis des semaines cette frontière à cet endroit. De l'autre côté du pont, c'est le Zaïre et la ville de Bukavu. Ici, le Rwanda et le village de Chiangougou. Chacun a son histoire. Lui n'a marché que quelques kilomètres. Il vient de Bukavu, où il est resté caché dans une cave depuis la fin des combats. Dans la ville, il y a 3 semaines. Lui a marché beaucoup plus longtemps. Il pense avoir fait 80 km pour rejoindre la frontière. Il dit aussi qu'il n'a rien à se reprocher. Est-ce qu'il y a des combats actuellement là-bas? Non, non. La calme règne là-bas à Bukavu. Quand est-ce que vous avez entendu pour la dernière fois des bruits de combat? Dans les 3 semaines passées. J'ai écouté à la radio que des milliers de réfugiés rentrent là-bas à Kisenyi, et aussi qu'aujourd'hui on peut ouvrir les frontières, que si les réfugiés veulent entrer, ils peuvent rentrer. C'est pourquoi j'ai décidé d'entrer. L'arrivée de ces réfugiés est un des premiers signes qu'il se passe quelque chose dans cette partie du Zaïre, contrôlée depuis près d'un mois par les rebelles. Est-ce que c'est la même situation qu'à Goma la semaine dernière, avant la vague de réfugiés? En effet, ça pourrait ressembler à la semaine dernière à Goma, en l'afflux de réfugiés.
Mais actuellement, nous n'en sommes pas sûrs puisque personne n'a pu passer et aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Normalement, selon les statistiques, il y aurait encore à peu près 400 000 réfugiés de l'autre côté, mais on n'a aucune nouvelle, personne n'a pu passer actuellement. En milieu d'après-midi, c'est donc près d'une centaine de ces réfugiés qui ont franchi ce pont. Des informations non confirmées font état de l'arrivée d'autres réfugiés. Une colonne de plusieurs dizaines de milliers qui serait ici dans environ 48 heures. Sur le plan diplomatique, l'information du jour, c'est la révision à la baisse par les Américains de leur participation à une éventuelle force multinationale. Le Pentagone a en effet annoncé que la seule présence américaine sur place serait d'ordre purement logistique. À Tokyo, Jacques Chirac a réaffirmé la nécessité, aux yeux de la France, de l'envoi sur place d'une telle force. Les pays participant à cette éventuelle force multinationale vont se retrouver demain à New York pour une réunion politique et en Allemagne jeudi pour une réunion militaire. Françoise Joly, quel est à vos yeux le scénario probable ? Bien, ce que l'on peut dire, Bruno, ce soir, c'est que le plus grand flou entoure l'envoi ou non de cette force internationale. En fait, le consensus difficilement obtenu la semaine dernière aux Nations Unies pour l'envoi de cette force, en quelque sorte volé en éclats, et l'on est de nouveau face à deux camps. D'un côté, la France, suivie par quelques pays européens et les organisations humanitaires favorables à cette opération, et de l'autre, les États-Unis et le Rwanda, qui ne jugent plus du tout nécessaire cette mission des Nations Unies. Alors, en effet, il y a eu ce coup de théâtre, avec le retour inattendu de 400 000 réfugiés au Rwanda. Maintenant, il y a une bagarre autour des chiffres. Combien reste-t-il de réfugiés au Zaïre? Étrange comptabilité nourrie peut-être d'arrière-pensée. Pour le Rwanda, l'affaire est réglée. Pour la France et les organisations humanitaires, il resterait 700 000 réfugiés à secourir. Dans 48 heures, comme vous l'avez dit, en Allemagne, ceux qui doivent participer à cette force vont se réunir et là, peut-être, décider de réorienter leur mission. Mais d'ici là, des mouvements de population peuvent encore se produire entre le Zaïre et le Rwanda. Et donc, en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que la question maintenant, eh bien, s'est déplacée aux Nations Unies. Il est maintenant question de savoir dans quelles conditions vont rentrer les populations et non plus du tout de s'assurer de leur retour. Merci Françoise. Scandale en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est en effet trouvé dans l'obligation de blâmer ses propres services de sécurité, et cela après la diffusion à la télévision d'une cassette amateur montrant 2 policiers passant à tabac 6 Palestiniens. Isabelle Stace. Scène quotidienne en Cisjordanie. Des gardes-frontières israéliens arrêtent des ouvriers palestiniens. Les prisonniers sont emmenés à l'écart, c'est alors que tout dérape. Acte de violence et d'humiliation filmé le 10 octobre dernier par un amateur palestinien et diffusé hier soir à la télévision israélienne. Le seul tort de ces ouvriers palestiniens, avoir tenté d'entrer à Jérusalem sans permis de travail. En Israël, de gauche à droite, la condamnation est unanime. Nous ne pouvons accepter cela. C'est impardonnable. Cela va à l'encontre des strictes règles de conduite qui sont observées par la grande majorité des soldats et des policiers israéliens. Les 2 gardes-frontières israéliens ont été suspendus et seront traduits en justice, assure le Premier ministre. Ces images provoquent un véritable scandale en Israël, alors que dans une autre affaire, la Cour suprême vient d'autoriser les services de sécurité à utiliser la violence lors d'interrogatoires. Aux Nations Unies, Washington a bloqué la réélection de l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali à la tête de l'ONU. Les 14 autres membres du Conseil de sécurité ont tous voté pour l'actuel secrétaire général. Scène inédite au Vatican avec la visite de Fidel Castro, l'un des derniers chefs d'État de la planète, adepte du marxisme-léninisme pur et dur, a été reçu en audience privée pendant plus d'une demi-heure par Jean-Paul II. Au centre de ce tête-à-tête historique, la liberté d'action de l'Église cubaine, mais aussi la levée de l'embargo américain contre Cuba. Jean-Paul II a accepté une invitation à se rendre en visite officielle à La Havane. Cuba est le seul pays d'Amérique latine qui n'a pas encore reçu de visite papale. François Bayrou et Jean-Jacques de Peretti, ministres respectivement de l'Éducation et de l'Outre-mer, sont arrivés très discrètement ce matin à Cayenne par avion spécial. L'effet de surprise a permis aux 2 ministres de travailler quelques heures dans le calme. La suite des consultations pourrait être plus agitée, certaines centrales syndicales appelant à manifester. Reportage de nos envoyés spéciaux, Marie-Pierre Farkas, Alain Poirier. Le Falcon 900 de l'armée française s'est posé à Cayenne-Rochambeau à 5h28 heure locale.
Les 2 représentants du gouvernement ont commencé 4 heures plus tard toute une série de réunions à la préfecture. Première consultation avec les élus politiques. François Bayrou, Jean-Jacques de Peretti ont vu le sénateur, le président du Conseil général, le représentant des maires et les 2 députés de Guyane. Première réaction. Ce qui est intéressant, c'est qu'en face de moi, j'avais 2 ministres réceptifs à une analyse qui élargissait les problèmes de l'éducation, qui d'abord posait l'éducation au centre, c'est-à-dire la nécessité d'apporter des réponses durables à une jeunesse qui constitue la moitié de la population. Cet après-midi, dans une préfecture sous haute surveillance, les ministres veulent écouter les parents, les élèves, les professeurs, qui sont très vexés de ne pas avoir été prévenus plus tôt. Certains parlent de visite à la sauvette. Nous ne sommes pas là à la sauvette. Tous ceux qui veulent être reçus, qui veulent se faire entendre, le seront. Nous sommes là pour aller au fond des dossiers et pour essayer de trouver les réponses qui s'imposent. En arrivant plus tôt que prévu, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Outre-mer ont fourni la preuve aux Guyanais qu'ils voulaient négocier vite et dialoguer avec tous les acteurs du mouvement lycéen. Et puis ensuite, en arrivant un petit peu à l'improviste, parce que personne n'était au courant ici, ils ont désamorcé les mouvements indépendantistes ou les syndicats qui voulaient organiser des grèves pour leur visite. Les représentants des professeurs, les mouvements d'opposition et les lycéens n'ont pas eu le temps de se mobiliser, mais ils sont en train de réagir. Ils lancent heure par heure des appels sur toutes les radios locales. L'Union des travailleurs guyanais avance son mot d'ordre de mobilisation générale au mercredi 20 novembre 1996. Vous venez d'entendre le mot d'ordre du plus puissant syndicat guyanais, grève et manifestation dès demain. Pour l'instant, la ville est très calme, mais on ne saura qu'à l'issue des négociations et de l'entrevue entre le ministre et les lycéens si cette paix est fragile ou durable. À Bruxelles, la Chambre des députés a rejeté cet après-midi le renvoi immédiat en justice du vice-premier ministre Elio Di Rupo, soupçonné de relations homosexuelles avec des mineurs. Les députés belges ont voté à l'unanimité la création d'une commission d'enquête pour examiner une demande de mise en accusation. En France, publication officielle des résultats du SIDAction 96, cette opération a permis de collecter 64 millions de francs auprès d'environ 300 000 donneurs. Je vous rappelle que le premier SIDAction en 1994 avait rapporté 300 millions de francs. La flexibilité du travail entre peu à peu dans les mœurs. C'est ainsi qu'un salarié sur 3 travaille quand les autres se reposent le week-end, la nuit ou encore à l'heure du déjeuner. Autre révolution, le télétravail, un secteur qui compte désormais 20 000 salariés dans l'Hexagone. 2 possibilités, soit travailler chez soi pour une entreprise, soit se regrouper dans un centre. Enquête signée Sébastien Vibert et Jean-Paul Chaussé avec une jeune bretonne qui a un bureau à la campagne. Chaque habitant de la région parisienne passe en moyenne plus d'1 heure par jour dans les transports. Bénédicte, elle, sur le coup de 8 heures quand elle part au travail, sait qu'il lui faut 3 minutes maximum pour gagner son bureau. Bénédicte a 24 ans. Elle habite à Montour, 800 habitants à peine, village tranquille coincé entre Rennes et le Mont-Saint-Michel. Montour et ses 2 curiosités. Son église sans clocher et son centre de télésecrétariat. Un centre fondé il y a 2 ans. Les collectivités locales ont financé bâtiments et matériel. Conditions idéales pour l'entreprise qui paye à la commune un loyer 10 fois moins élevé qu'à Paris. 8 emplois ont été créés. Les secrétaires habitent toutes dans les environs, toutes se trouvaient au chômage. Leur salaire aujourd'hui, le SMIC, 5 000 francs nets par mois. Bénédicte, avec son bac G secrétariat, n'avait jusqu'alors rien trouvé de bien exaltant. J'ai fait beaucoup de petits boulots, c'est-à-dire mettre des graines en sachet, être manutentionnaire dans une entreprise de viande. Et puis là, je me suis dit stop, il faut arrêter quoi. Et j'ai voulu chercher sur Rennes et les environs. Mais Rennes se trouve à 60 km de Montour, 1 heure et demie de route aller-retour. Y travailler n'enchantait guère Bénédicte. L'une de ses collègues a vécu 5 ans à Paris, les transports, elle connaît. Je passais minimum 4 heures dans les transports, 2 heures le matin, 2 heures le soir. Ici, je suis à 20 minutes de mon travail. Je prends ma voiture, pas d'embouteillage, et j'arrive ici tranquillement, donc pas de stress. Bénédicte et ses collègues tapent le courrier de clients rennais et surtout parisiens. Banque, assurance, administration, société privée. L'essentiel des transferts se fait par ordinateur.
déjà remboursés de ce montant. Point. Qui dit confort de vie dit meilleure disponibilité. Qui dit meilleure disponibilité dit meilleure qualité du travail fourni. On n'est plus dans le cycle métro, boulot, dodo, mais on a une qualité de vie différente. Des employés jugés donc plus efficaces, des loyers bien moins élevés qu'en ville. Le télétravail aurait ainsi toutes les vertus. Et pourtant, sans aide publique, sans une solide clientèle, le centre de Montour n'aurait sans doute pas vu le jour. Et Bénédicte n'aurait peut-être pas eu le temps, à la fin de sa journée de travail, de savourer les plaisirs du potager. Je jardine un petit peu, je ramasse mes tomates, je cultive un petit peu de poireaux, d'haricots. Ça me permet de faire même des bocaux pour cet hiver. Et en attendant l'hiver, Bénédicte goûte encore les dernières saveurs de l'automne. Comme par exemple, ramasser en famille les pommes à cidre. C'est par intérêt. C'est toujours par intérêt. On est mieux la voir ici que de la voir comme sa sœur qui est partie en région parisienne. Bon, enfin, on est mieux les voir dans le milieu agricole, quoi. Justement, la sœur de Bénédicte, qui rentre sur Paris, est passée dire au revoir. Elle n'a pas eu l'occasion de trouver du travail et de vivre à la campagne. Mauvaise nouvelle pour quelques 700 000 contribuables. Les députés ont en effet tout à l'heure supprimé les avantages fiscaux dont bénéficiaient environ 70 professions, parmi lesquelles les VRP, les journalistes, les mannequins ou encore les pilotes de ligne. Mais en ce qui concerne les journalistes, les députés ont créé à partir de 1998 un fonds de modernisation de la presse qui devrait compenser la suppression des avantages fiscaux pour les journalistes. Les kilomètres n'usent pas seulement les souliers. Nous faisons en moyenne 7000 pas par jour, soit au terme de l'existence l'équivalent d'un tour complet de la planète. C'est dire s'il est important de prendre soin de ses petits pieds. Ils sont environ 6000 podologues qui, tout en soignant les pieds, soignent également tout le corps. Exemple avec ce reportage de Gilles Marinet et Bernard Connor. Le pied, une machine complexe, fragile, dont les défauts peuvent avoir des répercussions importantes. Ce patient souffre de douleurs au genou droit. Le scanner, qui ressemble à un pèse-personne, révèle d'entrée un dysfonctionnement entre les deux jambes. Le pied droit, on le voit ici, en rouge sur le talon, appuie davantage sur le sol. Cette jambe compense un déséquilibre. C'est parfait. Voilà. Allez-y. Voilà, plus haut, plus haut. Voilà, vous posez. Donc là, on va contrôler éventuellement que vous avez une inégalité. Et apparemment, donc après l'examen statique, on peut confirmer éventuellement que vous avez donc une jambe plus courte à gauche, ce qui va expliquer la douleur que vous avez sur le genou droit. Donc, un pied qui va... L'analyse du mouvement, image par image, confirme le diagnostic. La jambe droite souffre car elle cherche à récupérer le millimètre manquant à gauche. Une semelle s'impose, elle sera fabriquée par le podologue à l'aide de matériaux caoutchouc aux propriétés étonnantes. Certains absorbent l'énergie, d'autres la restituent. Chaque semelle est un produit sur mesure, évolutif, surtout pour les enfants. Alors les enfants, c'est un problème qui est très intéressant parce que ça nous permet de travailler en préventif, donc c'est-à-dire de s'occuper des problèmes avant qu'ils n'arrivent, à partir du moment où on a des éléments diagnostiques suffisants. Et c'est pourquoi ces semelles qui sont évolutives auront un intérêt tout à fait important chez les enfants. Pas besoin de racheter des chaussures, les semelles sont conçues pour s'adapter. Mélange de technologie, de compétences médicales et de savoir-faire, la podologie joue un rôle préventif important. Côté tarif, par contre, ça n'est pas le pied. Le remboursement, 150 francs pour une paire de semelles, est loin de compenser une facture qui s'élève en moyenne à 700 francs. Le dicton du jour à la Saint-Tanguy, Hambourg et Groggy. En match aller des huitièmes de finale de la Coupe UEFA, les Monégasques en effet n'ont pas joué comme des pieds. Ils ont battu les Allemands 3-0. Christophe Duchiron. Entraîneur de foot, c'est un métier et même une question de style. Entraîneur râleur, Jean Tigana, Monaco. Entraîneur siffleur, fortement hurleur, Félix Magath, Hambourg. Joueur de foot remarqué, c'est aussi un métier. Et dans ce domaine, les Monégasques ne manquent pas de talent. 48 minutes de jeu, Sonny Anderson ouvre le score. 20 minutes plus tard, Monaco se remet à l'ouvrage. Buteur, c'est comme joueur ou entraîneur, là encore c'est un métier. Victor Ikpeba ajoute un deuxième but. Pour Monaco, c'est déjà bien, mais les Monégasques veulent faire mieux que bien. Ça va donc faire 3-0 au tableau d'affichage grâce à la frappe du défenseur Blondeau. À Monaco, il y avait déjà le prince régné. Voici donc les princes du ballon rond. Mais bon prince, son Altesse Sérénissime n'est pas jalouse.
Sorti demain dans près de 200 salles de France et de Navarre d'un film à ne pas manquer, Microcosmos, le peuple de l'herbe, avec pour star à l'affiche la coccinelle, la chenille arpenteuse, les fourmis moissonneuses ou encore le scarabée sacré. 1h15 de poésie et d'émotion, tout le contraire d'un docucu. Stéphane Auman. Le peuple de l'herbe vit chaque jour une grande saga microscopique. Dans cette jungle où les rhinocéros mesurent moins d'1 centimètre, se nouent entre les personnages des rencontres, des histoires d'amour, mais aussi des drames. La vie d'une prairie acérite, immuable. Ici, une simple goutte d'eau peut prendre des allures de cataclysme. Depuis 20 ans, Claude Nurid-Sagny et Marie Perrinou étudient les insectes. Avec Microcosmos, ils ont voulu nous faire partager leurs émerveillements. On ne peut pas avoir de relation affective avec les insectes. Comme disait Marie, ils appartiennent à une autre bulle d'existence, à une autre échelle. Par contre, c'est vrai qu'on est très attiré par eux parce qu'ils représentent un monde magique, cette espèce d'univers parallèle qu'est la nature à cette toute petite échelle. Ah non, c'est un mâle. Les réalisateurs ont recruté leurs comédiens dans l'Aveyron, en pleine nature. Mais Microcosmos n'est pas un documentaire classique. En regardant sur le moniteur... Les scènes les plus difficiles ont été reconstituées en studio. Un bout de prairie transplanté dans la maison des réalisateurs sous l'œil d'une caméra prototype. Et les films de fiction disposent de caméras très mobiles. On ne pouvait pas transposer à l'échelle des insectes tout ce matériel. Donc il a fallu, avec toute une équipe d'ingénieurs, concevoir des machines de micro-travelling, de micro-grues, de telle sorte que le spectateur puisse se sentir projeté au milieu de ces insectes. Avec Microcosmos, ces petits animaux que l'on ne regarde jamais d'habitude deviennent des héros. Grâce au grand écran, certains devraient rester célèbres, eux qui dans la réalité ne vivent que quelques jours. Dernier journal vers minuit présenté par Philippe Lefebvre. Demain, dans les 4 vérités, à 7h50, Gérard Leclerc recevra Jacques Perrat, le maire de Nice. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, pas jaloux, demain mercredi, pluie et vent fort pour tout le monde et encore des chutes de neige cette nuit sur le nord-est. Excellente soirée, merci.